avant le lancement de la prochaine vidéo, je voudrais vous parler de l'invité que je reçois et que je vais recevoir régulièrement sur le podcast d'Afterfight, Shadow Ludo. Donc c'est une personne qui a de multiples casquettes dans le monde du MMA. Il est coach et entraîneur, un des plus diplômés pour certains, mais aussi c'est un juge et arbitre à l'international pour d'autres. Il est formateur et évaluateur des grades dans les cursus d'entraîneur et d'officiel. Et actuellement, il est membre du bureau technique des officiels auprès de la fédération du MMA en France. Donc c'est une personne importante dans le milieu du MMA. Il va revenir régulièrement sur la chaîne. Moi, je prends énormément de plaisir à l'écouter. Il va ramener beaucoup de technicité avec sa casquette de coach, mais aussi, étant donné qu'il est impliqué dans la fédération du MMA, il va pouvoir nous partager des insights, nous apporter aussi beaucoup de précisions sur comment se déroulent les organisations, le règlement, les critères de notation. Petit teasing, il y a une vidéo qui arrive très prochainement dans quelques jours sur ce sujet-là. Enfin voilà, le but avec Shadow Ludo, ça va être de vous transmettre des connaissances, mais aussi de vous apprendre beaucoup de choses. À titre personnel, moi je vais apprendre énormément de sa venue sur mon podcast. Et c'est un podcast que je suis extrêmement fier de faire avec lui régulièrement sur la chaîne. Je vous prie de bien l'accueillir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous êtes content de son passage sur le podcast. Et je vous souhaite un bon visionnage. Comment tu vas? Ça va très bien, Kevin, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Eh ben, ça va très très bien. Je suis super content de t'avoir sur le podcast. On va parler donc de ce week-end. Il y a eu du KSW, il y a eu un petit peu du PFL MENA. Je sais pas si tu vu passer ça. Bon, malheureusement, des illusions. Il y a Yanis Gemouri qui devait combattre, qui n'a pas combattu. Mais il y avait Swill aussi, un gars de chez moi, Marseille Fight Club. Et aussi, on avait Bien. qui a gagné exactement. Et il y avait l'UFC 315 avec Manon Fiorot, la défaite. Et on avait aussi le retour du God of War, Benoît Saint-Denis. Moi, j'ai déjà droppé 3 vidéos, donc je pense que les gens, ils savent mon avis. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de toi savoir ce que tu as pensé de tout ça, et surtout du KSW, parce que tu étais sur place. Absolument, ouais, j'ai eu le grand privilège d'être sur place avec l'équipe de la FMMAF qui a été mandatée pour être présent sur ce KSW qui était une formidable fête. Franchement, j'ai eu la chance d'aller derrière toutes les cages du monde, que ce soit en tant que coach ou en tant qu'officiel. Et franchement, le KSW, je l'avais jamais fait. Et effectivement, je confirme bien que c'est un niveau très très haut en maîtrise de show. Et en termes d'organisation, c'était hyper bien organisé et la qualité des combattants aussi. Les combattants, c'est vraiment du très 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 haut niveau et surtout l'affrontement et les oppositions sont vraiment bien matchmakés. Il y avait des beaux combats. Forcément, il y en a un qui est sorti du lot. J'ai envie de dire c'était le main event du peuple. On va parler de Michael Lebou face à Amin Ayoub. En plus, c'est un combat qui a été à la décision. Là, quelle était ta fonction lors de cet événement? Alors, voilà. Parce que En du coup, je fait, vais te demander à chaque fois maintenant, quelle ouais, casquette ouais, t'avais ouais, là? ouais, ouais. Alors, sur ce KSW, pardon, j'ai été mandaté par l'Agence française de lutte contre le dopage pour faire le lien entre les athlètes et eux. Et donc, je devais leur présenter, leur notifier les contrôles d'antidopage. Et donc, je devais suivre les athlètes dans tout leur cheminement jusqu'au dopage. Donc, voilà. Donc, c'était très exceptionnel. L'Agence française de lutte contre le dopage avait besoin de personnes en plus. Et je me suis proposé, que j'avais jamais fait cette expérience. Donc, comme moi, je suis, comment dire, très ouvert à de nouvelles expériences. J'avais envie de vivre ça. Et donc, je me suis proposé pour aider à cette mission-là. Donc, j'ai pu être dans le coulisses de tous les coins au lieu d'être derrière la cage. Et là, j'étais dans le coulisses de tous les coins et j'ai si vu comment ça se passait, comment dire, le process, le protocole de lutte contre le dopage. Voilà. Ok, donc ouais, c'est intéressant. Les combattants sont toujours contrôlés. C'est avant et après les combats, c'est ça? Ou c'est Alors uniquement en fait, après? ouais, alors ils sont toujours contrôlés après les combats pour nous.
comment dire, et c'est l'agence française de lutte contre le dopage, la FLD, qui choisit de manière aléatoire, sur le moment même, qui vont. Donc c'est complètement aléatoire. Donc là, en l'occurrence, il y a eu plusieurs. Alors par contre, j'ai pas le droit de divulguer ce qui Oui, va. j'imagine qu'il y a un secret professionnel là-dedans, hein. Voilà, exactement. Mais par contre, là, il y a à peu près, il y a eu il y avait 9 combats, je crois, de mémoire. Donc 18 athlètes et la moitié ont été contrôlés. Waouh. Bon, vas-y, je vais pas te poser la question qui fâche. Est-ce qu'il y a des Français? On s'en fiche. On va parler des combats. Oui, 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 il y a eu. Non, non, mais ça, par contre, tu peux le dire. Oui, oui, il y a eu des Ouais, Français. Bon, après, ça s'arrête là. Je peux pas en dire plus, ouais, mais oui, ok. Français. Je peux le dire. Ok. Donc, Qui, par contre, ne saura pas. non, mais ça me regarde pas. Mais donc, il y a du Ouais. dopage dans le MMA français. Non, pas du tout. Je dis pas qu'il y en a pas, je dis pas qu'il y en a, je dis juste que l'agence française, elle, fait son boulot et c'est de déterminer qui et de tester de manière aléatoire. En l'occurrence, là, il y a eu des étrangers et des Français qui ont été testés. Voilà. Ok. On parle des fights. Ah, Forcément. j'attends que ça. Du coup, t'as pu quand même les visionner. T'étais quand même. Oui, 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 bah oui, bien Ouais, sûr, j'ai pu en visionner quelques-uns. Alors, à part quand j'étais ouais. dans les coulisses, mais sinon, oui. Parce qu'en fait, tu fais partie de toute une équipe, donc tu as des moments où tu peux regarder les fights. Donc, il y a quelques combats que j'ai pas vus, notamment celui de Hugo 2. Celui-là, je l'ai Ouais. pas vu. Mais les autres, je les ai vus. Ouais, je les ai vus, tous. Et je te confirme qu'il y a eu un super combat. Et ce combat-là, c'était effectivement, pour moi, à mon sens, le combat de la soirée pour plusieurs choses. Premièrement, pour la symbolique. Premièrement aussi pour la valeur des deux personnes qui se sont affrontées, tant sur le plan humain que sur le plan sportif, sur le plan de la performance. Et puis, comment dire, comme je disais aussi au niveau de la symbolique et de la qualité du fight qu'ils nous ont produit, c'est le combat entre Amin Ayoub et Michael Debout. Moi, j'ai trouvé que ce combat, il avait sa place sur une carte UFC. Tu me diras si t'es. Je suis assez d'accord. Tu vois? Moi, à mon Franchement. sens, tu vois, Mika, dans ses interventions, dans les podcasts ou dans les interviews, a mis en fait que les combats UFC, c'était beaucoup plus dur que ce qu'on imaginait, qu'il y avait quand même des différentiels entre les 100 premiers mondiaux et les gens qui sont dans le roster UFC, tout ça. Et je suis d'accord. Mais la qualité du fight ce soir-là, pour moi, il y avait deux personnes qui étaient des combattants UFC. Et aujourd'hui, la qualité du combat que j'ai vu, c'était deux personnes qui pouvaient largement combattre sur un UFC Fight Night en prélim. Largement. Hmm. Ah, c'était une guerre, hein. Donc, c'est un combat qui allait à la décision. Justement, Absolument. en off, moi, je te disais que le deuxième round, j'ai pas réussi à le scorer. Mais en tout cas, sur le premier, sur le dernier, voilà, on a bien vu qui a emporté. Donc, bon, c'est Amin Ayoub qui gagne. Donc, j'imagine que les juges ont bien fait leur travail, hein. Il n'y a pas eu de toute façon de doute Oui, oui, sur la oui. décision quand on voit dans les blessures qu'a eu Michael Lebou et aussi du coup, les frappes significatives, enfin, la dominance, quoi. Absolument. L'efficacité du striking, pardon, Oui, qui mais n'est, tu vois, qui est d'ailleurs, déterminé, c'est ce que tu viens de dire. c'est la clé. L'efficacité du striking, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est les frappes significatives qui ont touché. Et Hein, donc, je te confirme. Donc, les scorecards, elles seront de toute façon dévoilées. Donc, maintenant, je peux le dire. Je suis pas, voilà, je suis tenu au secret professionnel, mais ça, en l'occurrence, c'est accessible à tous, hein. Donc, le premier round a été jugé par l'ensemble des trois juges à 19 pour Michael Debout. Et si moi, je te donne mon regard de juge, j'aurais exactement mis la même chose. C'est-à-dire qu'en tant que juge, moi, j'aurais mis ce premier round à Michael Debout, qui a fait une très, très bonne entame de match parce qu'il était efficace sur le plan du striking. Mais il ne faut pas oublier qu'il a emmené Amin au sol et qu'au sol, il a réussi à faire du ground and pound. tout Bien à fait. sûr, qui était défendu par Amin, mais il a été efficace dans son ground and pound. Et comme tu le sais, pour noter, il faut aussi que le grappling, comment je la note, l'efficacité du grappling, c'est aussi par le schéma offensif, donc c'est-à-dire par la mise en danger, et le ground and pound est une mise en danger comme les soumissions enclenchées, et c'était le cas. Après, voilà, on ne pouvait pas mettre le 18 parce qu'il n'y a pas eu non plus une domination dans la durée et des dégâts suffisamment importants. Donc, du coup, il n'y avait pas les 3D, donc 19.
Le deuxième round, moi, j'aurais mis 19 parce que Amin Ayoub, du coup, sous les conseils de son coach Johnny et de son coin en général, a mis comment dire, la vapeur en striking. Il a commencé à toucher très dur. Et même si Mika, comment dire, il répliquait, on a commencé à sentir que là, pour le coup, il y avait quand même ce qu'on appelle du cumulatif. Donc, il n'y avait pas de frappe immédiate plus de l'un que de l'autre, mais dans l'efficacité, il y a eu beaucoup de coups plusieurs fois portés qui ont touché, qui ont fait des dégâts, tu vois. Donc, du coup, moi, j'aurais mis 19 aussi, pareil pour Amin Ayoub. Et au troisième round, c'était encore plus flagrant. Je pense que Michael a accusé le coup. Il ne faut pas oublier que Michael, il a 37 ans. Amin Ayoub, il doit avoir une dizaine d'années de moins. D'accord? S'il doit avoir 28, 29 ans, je crois. Et donc, du coup, mais il a super bien géré. Mais sauf que Amin Ayoub, il a pas lâché la pression. Il a touché de plus en plus. Et là, par contre, il a commis des dégâts. Donc, ça peut se voir à la fin du fight, hein. On verra une arcade qui est ouverte. On verra un nez qui est assez touché. Comment dire, des pommettes qui sont touchées, hein. Quand vous voyez à l'interview qu'il fait, d'ailleurs, magnifique interview. À la fin, il fait un discours qui est vraiment à entendre et à écouter par tous ceux qui aiment le MMA. Bon, je reviens pas sur le côté polémique du PFL, hein. Je peux pas intervenir là-dessus parce que bah, moi, en tant que membre de la Fédé, j'ai pas intervenir là-dessus. Mais j'ai bien aimé tout ce qu'il a dit, notamment sur la priorité, sur les priorités dans la vie, etc., Mm. sur ce qui se passe dans le monde, sur le fait d'être vigilant, tout ça, vraiment. Et puis c'est très, très émouvant parce que, pour tout te dire, moi, Michael Lebou, je l'ai vu commencer. J'étais déjà officiel quand il a commencé. Son premier combat contre Loïc Marty à la Carpentier, voilà, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et je me rappelle qu'il avait affronté ce gars-là alors que c'était quelqu'un qui venait juste de terminer son cursus de combat pour se tester au pancras. Et là, il affronte un mec qui avait déjà des combats professionnels référencés. Et donc, forcément, j'ai suivi toute sa carrière, au Contender, au 100% Fight. J'ai déjà coaché contre Michael Lebou, notamment avec mon ami Robin Dader, avec David Gallon qui l'avait affronté. Tu vois, on a une histoire avec Michael. Et pour tout te dire, petit crousti, au moment où moi je suis obligé de suivre un athlète qui était, comment dire, dans les coulisses, j'ai participé à son moment de concentration où il allait rentrer, comment dire, dans la cage. Donc avant le walk-in. Et j'ai vu donc Michael se préparer. Et puis voir son coin aussi, que je salue d'ailleurs mes potos Bouz le Youf, comment dire, Sofiane et Veda, David Ber, et aussi Kevin Fall. Et tu vois, il était là, il se concentrait, etc. Et c'était intéressant de voir comment il y avait un différentiel entre la manière dont il se concentrait quand moi je l'ai vu commencer et la manière dont il se concentrait là. Et le combat était juste formidable. Une guerre acharnée en striking, où on a bien vu que le but de Michael Lebou, c'était de faire en sorte que le combat se passe au sol. Mais hélas, il n'a pas toujours eu le contrôle, comment dire, de la situation, puisque c'est resté beaucoup debout. Et là où Amin, lui, voulait que ça reste. Et il avait exactement ce que Amin a dit. Ça veut dire qu'il va, dans son ADN, c'est il ne recule pas. Dans son ADN, c'est le striking. Lui, ce qu'il aime, c'est rentrer dans une cage et il pourrait faire toute une journée de striking parce que pour lui, le fight, le MMA comme le reste, c'est le fait de mettre des percussions à son adversaire. Donc c'était vraiment un fight formidable. Ça descend, ça n'enlève en rien toute la qualité des autres combats. Mais en revanche, pour moi, c'était le combat de la soirée vraiment de loin, de très très loin. Ouais. Tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. En plus, c'était le seul combat franco-français qu'il y avait sur la carte, donc ça rajoutait un peu du peps. Il y a eu Laïd Zerouni aussi. Est-ce que tu l'as vu, ce magnifique KO, Laïd Zerouni, qui franchement, bah, normalement, voilà, c'est le prochain pour la ceinture, là. Franchement, pareil, hein, c'est un combattant qui a commencé il y a un petit moment, qui a eu un parcours assez difficile à ses débuts. Et franchement, moi, j'aime beaucoup les derniers combats qu'il a et sa progression surtout, qui est vraiment intéressante et qu'on voit que même un combattant, dans sa carrière, il a des défaites, il peut enchaîner des défaites et rebondir, quoi. Un peu comme un Charles Oliveira à l'UFC, tu vois. Absolument. En fait, le problème, c'est que
bon, je vais essayer d'introduire ton propos là, de rebondir sur ton propos avant d'en venir à l'Aïd. Le problème, c'est que dans le MMA, on a collé notre façon d'être évalué de la même manière que l'anglaise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une construction de carrière. Si tu as des défaites, c'est comme si tu devais faire 3 victoires pour effacer ta défaite. Mm. Alors que tu prends dans le pied-point, c'est pas la défaite qui fait la qualité d'une personne. C'est contre qui tu as perdu et contre qui tu as gagné. Et donc, on est confronté à ces constructions de palmarès. Et en gros, le palmarès est censé symboliser ton niveau. Or, c'est faux. Parce que souvent, j'entends certains se moquer. Il a affronté un pêcheur, il a affronté un plombier, il a affronté un carrossier. Bref, c'est pas ça qui fait que. Effectivement, tu peux avoir 17 combats, mais si t'as fait 17 combats avec 0 défaite, mais que derrière ça, en fait, les noms que l'on voit, c'est des noms qui sont pas forcément représentatifs d'une vraie difficulté, voilà, d'un vrai niveau, ça ne veut rien dire tes victoires. Ce qu'il faut, c'est qui t'a affronté, contre qui. Et le problème, c'est qu'on a construit des carrières comme ça, tu vois. Et Laïd, très tôt, il a affronté des vrais Yankees. Pardonnez-moi, des vrais clients, des vraies personnes Mm. d'un super niveau. Alors certains se sont dit, ouais, t'aimes bien l'Aïd parce que il est de la bonne école et que toi, maintenant que tu es entre Nîmes et Montpellier, tu es proche de la bonne école. Ce qui est vrai. Je ne cache pas que j'ai j'ai des amitiés et comment dire, profondes à l'égard à l'égard de la bonne école parce que ce sont mes amis, notamment leur coach Amine et leur coach Ossine et Hakim et que tous les gars de la bonne école, je les adore, et que moi, en ce qui me concerne, quand j'entraînais, à mon niveau, pour passer un niveau, comme j'estimais qu'il fallait qu'ils aillent à la bonne école, et moi, j'ai souvent influencé certains de mes combattants à aller à la bonne école. Je dis pas ça pour ça. Je dis ça parce que c'est vrai, l'Aïd, très rapidement, il a affronté des noms, des personnes très fortes. Et donc, il s'est exposé à la difficulté. Il s'est construit dans le dur. Mm. Il ne s'est pas caché à travers un palmarès à construire. Et d'ailleurs, je trouve que c'est la meilleure façon de construire. Parce que l'Aïd, son niveau, c'est le niveau qu'il a montré par 2 fois. Je rappelle qu'il vient de taper un mec qui a un super niveau de lutte, un niveau mondial, j'ai cru comprendre un niveau olympique, Ouais. un client extrêmement fort qui a Physiquement fait ses impressionnant. preuves déjà dans le roster du KSW et qui a fait ses preuves dans d'autres disciplines. Et il l'a mis KO, pas au troisième round, au premier round. Je rappelle que Laïd Zerouni a battu un Belge qui a gagné au Dana White Contender Series. Il ne l'a pas battu au troisième round, il l'a battu au premier round. Il ne l'a pas battu par décision, il l'a battu par KO. Ce qui signifie que Laïd, c'est vraiment quelqu'un qui est dangereux. Et que si vous n'arrivez pas à mettre l'Aïd dans dirais pas, tant que c'est lui qui maîtrise les ébats, on sait comment ça va se terminer. Ça va se terminer par un chaos dramatique et par une commotion cérébrale qu'il va falloir saigner entre 28 jours d'arrêt. Mm. Donc, super combat de la part de Laïd. C'est simple. Dès la première minute, il le touche. Et on a vu que dès la première minute, son adversaire a dû respecter la puissance et la précision de Laïd. Ce qui fait sa force à Laïd, c'est qu'il a compris maintenant qu'il ne fallait plus mélanger les émotions. J'aime à dire un combattant de MMA, ce n'est pas seulement un athlète. Il faut que ce soit aussi un guerrier. Mais j'aime à répéter que un combattant de MMA, ce n'est pas non plus un guerrier. C'est aussi un athlète. Tu peux pas mettre tout dans l'émotion. Tu peux pas mettre tout par, pardonne-moi l'expression, ta virilité et tes couilles. Tu peux pas être comme ça. Tu dois faire preuve d'intelligence. Et l'intelligence, c'est de fait de analyser la situation avec ton cerveau et de produire par rapport au traitement des informations une réponse adaptée. Et ça, c'est ce que Laïd, à cause de son parcours avec des mecs difficiles, a dû apprendre dans le dur. Je ne peux pas seulement gérer un combat de MMA avec mes couilles et en allant à la bagarre. Je dois être aussi un athlète. Mais c'est plus facile de freiner le guerrier que de mettre des couilles à un athlète. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr.
Donc voilà, donc l'Aïd, super. Ouais. Mm. Ok. Et est-ce qu'on parle direct de Saladin? Saladin? Alors, Saladin, comment dire, voilà, je vais être honnête avec toi, j'ai eu aucune surprise. Ouais, moi pareil. De toute J'ai eu façon, aucune on en a plus beaucoup, hein, je pense, le grand public. Je peux même pas dire que. Alors, je répète que la logique du MMA, c'est qu'il n'y a pas de logique. Ouais, Ce qui s'est passé, je savais très bien que ça allait se passer comme ça. Pourquoi? Parce que Marianne a déjà, sur le plan psychologique, mis Saladin au-dessus de lui. Donc, de toute façon, il était tellement craintif qu'il n'a pas pu exprimer ses qualités. Et tant qu'à Saladin, bah, il a fait du Saladin, hein. ouais, Le seul truc que j'ai été étonné, c'est que dès le premier round, il a lutté. ouais, c'est vrai. Ça, je Ouais, ça, je m'y attendais pas. l'amener au sol, ouais. Ouais, l'amener au Ça, sol et je m'attendais prise de pas. dos. Je m'attendais plutôt à ce que ça se passe comme de ce qu'on a vu dans le premier round, c'est-à-dire beaucoup de feintes, beaucoup de un coup, de kick, mais sans que personne se livre vraiment. Mais finalement, il a décidé d'aller le lutter, d'aller le mettre contre le panneau de cage, de le lutter, de le faire tomber, d'être en danger. Et ça, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait, comment dire, plutôt vouloir bah, le finir Ouais, debout, en fait. Voilà. Et après, deuxième round, bah, il s'est passé. Quand il a vu qu'il avait le dessus sur le plan physique, très intelligemment, il l'a amené au sol et puis il l'a fini. Voilà. Alors, il y a eu, comment dire, à un moment ouais. donné, il y a eu une petite remarque sur la temporalité de l'arrêt. Bon, on aurait pu arrêter un peu plus tard, c'est vrai, mais franchement, honnêtement, qu'est-ce que ça allait changer? Entièrement d'accord avec toi. Quand tu as Damayan qui fait comme ça et qui ne propose pas une défense cohérente, parce que je rappelle que quand on est au sol, il faut proposer une défense cohérente, c'est-à-dire soit recomposer pour remettre dans la garde, soit se relever, soit se protéger de manière active. Mais si tu es passif en étant la garde, ok, frapper dans les bras, etc., mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, t'es pas réactif. Donc, à deux ou trois patates près, si tu ne te défends pas, de toute façon, l'arbitre, il a arrêté. Je rappelle que c'est un arbitre polonais, hein, qui arbitre très bien et qui est aussi arbitre à l'UFC, hein. Donc, voilà. C'est pour Ok. remettre dans le contexte, pour essayer d'éteindre la petite polémique qu'il aurait pu avoir. Ok. Et est-ce que tu veux revenir sur un autre combat? C'est vrai que je t'ai parlé de Emargui, bon, qui a eu une défaite. Il y avait aussi Amaury Wako, lui qui a gagné. Est-ce que tu veux mettre un mot sur la performance et sur la défaite, peut-être? Ah, sur Emargui, ça fait partie des combats que j'ai pas vus. Ok. Donc, du coup, j'ai pas de grand-chose à dire, puisque là, pour le coup, j'ai pas vu ce combat. J'étais dans les vestiaires, justement. Donc, je peux pas revenir sur le combat. Par contre, à Moriwako, j'ai vu le combat. Et franchement, le combat, il a été maîtrisé de A à Z. On connaît toutes les qualités de Gaëtan Hurtel. Gaëtan Hurtel, c'est le type même de coach très intelligent, très tactique, très stratégique. Il sait faire grandir ses athlètes dans cette conception-là, si bien qu'aujourd'hui, Amaury ne s'est pas jeté. Il a fait vraiment le game plan qui était prévu, c'est-à-dire user l'autre sur le plan physique en utilisant les percussions pour cela et créer, comment dire, le moment où en gros il allait se terminer. Et sur le plan physique, il était très très au-dessus, très très au-dessus de. Et là, c'est bien sûr c'est le côté technique, hein, je dis, je remets pas ça, mais c'est vraiment pour moi, à mon sens, la stratégie et le physique qui a fait que ce combat a été mené d'une main de maître par Amaury. Et donc c'était un arrêt d'usure, TKO normal, parce que super game plan et parce que super physique. Pas de voilà, aucun défaut, il n'a pas été touché, il a jamais été mis en danger, il a vraiment maîtrisé les. Certains pourraient penser qu'il aurait terminé avant, oui, mais il n'a pas voulu se mettre en danger, il a maîtrisé de A à Z son sujet. Vraiment, c'était super. Par contre, moi, le combat que j'ai kiffé aussi, qui pour moi est le combat numéro 2, c'est le combat de Soil, de la Hatch Academy. Le premier combat, je ne sais pas si tu l'as Ouais, vu. si, justement, oui, oui, tout à fait. J'allais t'en parler, j'allais dire, lui, il faisait ses débuts en professionnel. 18 ans. Ouais,
Ouais, la maturité, même À physiquement. Ouais, 18 ans. T'imagines? ouais, Regarde ce qu'il a fait. Magnifique. ouais. Mais maintenant, j'aimerais te parler de mon combat coup de cœur. Est-ce que c'est pas Aliouna, non? Ah, c'est Ben ça. justement, moi j'ai vu passer, enfin j'ai vu le combat mais j'ai vu passer parce que je l'ai pas vu en entier. J'ai vu le finish, mais j'ai vu passer un truc là. Il a fait un salto. Et en plus c'est Loïc Pora qui a arbitré ce. Qu'est-ce que, qu'est-ce que- vous avez dû en rigoler vous de tout ça là. Mais Ah, folie, 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 folie. Franchement, j'ai mon collègue Loïc Pora, en fait, qui, comment dire, a coursé Ali, parce que Ali, en fait, il n'avait pas entendu que c'était les 10 secondes. Donc, il voulait le shooter, il voulait lui mettre un high kick. Et Loïc Pora, il voulait juste dire non. Il a mis sa main comment dire, en opposition. Et en fait, Ali, il a fait la même chose que ce que tu fais, tu sais, aux agrès en gymnastique quand tu es à l'école. Il a fait une sortie cochonnée. Salto arrière. Rat. En fait, le bras comment dire, de Loïc était suffisamment ferme pour que Ali, en fait, avec son kick et avec l'élan et la vitesse, en fait, il roule autour de son bras et donc il a fait une sorte de mini salto où et en fait, il est tombé à la fin du round parce qu'en fait, il n'avait pas entendu la cloche et la fin du round, en fait. Il voulait le massacrer, mais il était animé, mais il était un vrai jaguar. Je ne sais pas si, comment dire, tu te rends compte à quel point la qualité de ce qu'il a proposé en termes de striking et la gestion, parce que le mec en face était un super grappleur. La gestion du sol qu'il a fait au premier round, parce qu'il perd le premier round, hein. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'était magnifique. Et ça, c'est mon combat de coup de cœur. Premièrement, parce que pareil, je connais Ali depuis ses débuts, depuis qu'il a commencé le MMA et notamment le sol. Et parce que c'est un super athlète, c'est un super jaguar. J'adore sa personnalité. Il a une personnalité avec des vraies valeurs. Vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Ali. Il est très, 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 très bien. Et voilà, le striking de qualité, le coup de genou, les frappes, voilà, il veut en finir. Tu vois, lui, il est pas là. Il donne toute son âme. Tu vois, c'est un athlète, mais c'est aussi un très, très grand guerrier. Et voilà, j'ai beaucoup de sympathie et d'affection pour lui. Et si un jour il regarde notre émission, chose que j'invite à le faire, eh ben, je le salue bien. Voilà. Bon, je pense qu'on en a terminé pour le KSW. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur l'événement ou on Oh, peut pour le pas. KS, non, Pour c'est le KS, bon, hein. c'est bon? On peut passer à l'UFC. Avec plaisir. UFC 315, donc, qui avait lieu à Montréal. Il y avait donc deux athlètes français sur la carte. On va commencer par BSD, qui faisait son grand retour après deux défaites, changement de head coach. Ludo, qu'est-ce que tu as pensé de la performance face à Prepolek? J'ai trouvé, comment dire, BSD archi confiant et archi tranquille. Il a été archi préparé. Je suis pas étonné, hein, je connais la qualité du coaching de mon ami Nicolas Hott. J'ai été super satisfait du fait que BSD suive et fasse confiance à Nico. Donc ça s'est traduit par une domination stratégique et physique sur le premier round. Et après, bah, il a sorti les watts au deuxième. Et pour moi, la finalisation, elle est opportuniste, mais en même temps, elle est travaillée. Il est parti la chercher. Et on a bien revu le BSD dominant, celui qui s'est mixé tous les types de percussions. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a sorti quand même une arme qui avait été affûtée, le coup de coude et le coup de genou, par son prédécesseur à Nicolas Hott, Daniel Warin. Donc ça veut dire qu'il a capitalisé ce qu'il connaissait. Et sur le plan technico-tactique, il s'est servi de toute la qualité d'analyse et de Nicolas Hott. Et donc, il avait bien étudié. Et pourtant, c'était un adversaire qui était venu au dernier moment, hein. Mais voilà, on a vu un BSD classique, conquérant, opportuniste, complet. Mais c'était très bien. Mais j'ai pas plus de choses à dire que ça parce que tout a été dit sur ce combat-là. Ok. Eh ben, écoute, je te rejoins et hâte de voir la suite, en tout cas pour BSD. Je pense que ce sera à l'UFC Paris. Moi, personnellement, je suis pressé de le voir face à un vrai test. Et en tout cas, je suis content qu'il ait eu j'ai envie de dire, ce combat un peu de chauffe. Parce que ben, ça a permis avec Nico qu'ils prennent, qu'ils prennent un peu la température. Et ça, je pense que c'était important pour les deux, tu vois.
Ouais, c'est ça. Je pense Hmm. que c'est vraiment ce que tu viens de dire. Par contre, j'aurais eu peur face à Alvarez. C'est pas le même profil. T'as Ouais. quelqu'un, un adversaire qui est dur au mal, qui a un peu le profil de Michael Lebou, tu vois, qui sait un peu tout faire, qui est solide, tu vois, Hmm. voilà, qui est expérimenté, hein. Le mec en face, c'est quelqu'un d'expérimenté qui avait déjà fait d'ailleurs un premier run à À l'UFC, l'UFC, hein. ouais. Donc, avec un virtuose du sol avec Joël Alvarez ou t'es au sol avec un pied-point super difficile, tu vois, parce que concrètement, Alvarez, c'est un mec du Muay Thai qui est super dur debout et qui est super dur au sol. Après, c'est plus en lutte, tu vois, voilà, à mon avis, a de la place. Après, si je ne pense pas qu'il l'affrontera parce qu'Alvarez, il a dit qu'il monterait en 77. Ouais, ça Mais ira. s'il devait l'affronter, mais j'ai confiance en Nico. Je sais qu'au niveau de la lutte, il y a des choses qui seraient passées. Et je pense que c'est au niveau du cardio. Et les grands ont des espaces, en fait. Je sais parce que moi, je suis grand de taille. Donc, on a des espaces. Par contre, si tu t'amuses à jouer avec lui debout, il va vite te lancer des élastiques, que ce soit avec les poings ou avec les jambes, ça va faire très mal. Et au sol, c'est un virtuose. Donc, c'est pas du tout le même profil. Ok. Et on passe au prochain combat. Donc, c'était chez les poids mouches. Chez les femmes, on avait Alexa Grasso, donc la numéro un au classement, qui affrontait la Brésilienne Natalia Silva, moi, je connaissais pas, sincèrement, cette combattante, Natalia Silva. Euh, pour être totalement franc avec toi, je regarde pas trop le MMA féminin, mis à part Manon Fiorot. Ben, franchement, impressionné de cette Brésilienne, hein. Alors, notamment, comment dire, pourquoi on a été impressionné, c'est parce que, Mm. en fait, Alexia n'a pas touché Natalia. Elle ne l'a pas touché. Ouais, Elle a fait une gestion de distance et elle a utilisé son taekwondo et les appuis du karaté, le in and out, plus les décalages sur les côtés. Elle a fait un festival et surtout, en fait, elle a utilisé sa rapidité, sa diversité technique et aussi, comment dire, son explosivité. Donc, elle était tout le temps dans le vent, Alexa Grasso. À part au deuxième ou à la fin du round, elle arrive un peu à la toucher parce qu'elle va à la guerre. Mais, et puis, elle était dans le contre. Il y ben avait ouais, une c'est telle ça. Ah rapidité, ouais, c'est il y ça. avait une telle rapidité des mains qu'en fait, elle était obligée de se jeter et l'autre l'a contrée. Et donc, en fait, elle était obligée de prendre des risques. Et Natalia, bah, elle a fait son taf. Elle a eu une gestion de l'espace. Elle a eu une gestion et un contrôle de la cage extraordinaire et une précision chirurgicale, même avec ses jambes. Elle met, à un moment donné, elle lui met un side kick dans la tête, elle lui met un retourné, elle fait un tic-tac, low kick en bas, retourné dans la tête. Elle fait des trucs de fou. Je te parle même pas des combinaisons de contre où elle mouline, où elle fait des crochets-crochets directs, où elle arrive à toucher Alexia. Et quand Alexia arrive un petit peu à la coller, elle défend la lutte hyper bien. Donc franchement, elle a vraiment misé sur sa qualité d'appui, sa qualité de déplacement, sa gestion de la distance, sa diversité technique et sa précision. Ouais. Donc, clairement, faudra compter sur elle, hein, pour la Ah, suite. Je pense. pour moi là, comment dire, elle là, soit elle va affronter Blackfield, pardon, soit Ouais. elle va affronter Manon. Et je Ok. te dis franchement, ça va pas être si simple. Ok. Bah écoute, si ça s'officialise, on aura l'occasion d'en reparler. Hmm. On passe à José Aldo face à Eman Zahabi, le frère de Firas. Ouais. Ils avaient aussi Georges Saint-Pierre dans son coin. Donc c'est parfait, Ludo, que tu es avec moi pour parler de ce combat parce que c'est un vol. Ça y est, c'est le premier Alors, podcast où je peux dire ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les juges? Qu'est-ce qu'un alors juge pense de ça? déjà, je présente toutes mes excuses auprès de Fares. Non, comment ça, ouais, c'est ça? Comment il s'appelle? Le frère? Frère. Ouais, Ouais. Firas Zahabi. Firas, ouais, ouais, enfin, Firas. Je présente toutes mes excuses auprès de Firas et Zahabi et auprès de Ayman, son petit frère. Mais concrètement, moi, si j'avais dû juger, je donne 2 rounds et demi à Aldo et un demi-round à Ayman Zahabi. Je m'explique. Premier Ouais. round, 19. Deuxième round, 19. Troisième round, allez, je vais dire 19, comment dire, pour Aldo. Pourquoi? Pourquoi j'aurais mis 19 à Aldo? Je rappelle le système de notation.
d'accord? Les systèmes de notation, on sait qu'on va, comment dire, mettre l'efficacité au devant du système. On ne peut pas comparer l'efficacité du sol où je commets des dommages avec des coups de coude dans la garde ou dans la demi-garde. Et effectivement, hein, je mets en péril la santé et l'intégrité et je suis efficace de Aldo. Par rapport comment dire, la première partie du troisième round où José Aldo, il touche Zahabi. Zahabi va d'une extrémité de la cage à l'autre, tellement il a été touché deux fois. Deux fois, il a été touché. Et on a cru qu'il allait être knockdown. Tu vois ce que je veux dire? Au point où, et là, l'efficacité entre je commets, et rappelle-toi les critères une immédiateté et des frappes cumulatives. On va favoriser l'immédiateté au cumulatif. Tu comprends? Voilà Mm. pourquoi j'aurais même mis 19 mois à la fin. Parce que c'était ils ont fait moitié-moitié en fait. Et à la fin, Aldo, il a plus de gaz. Donc pendant les 2 minutes et demie ou 3 minutes, comment dire, Zahabi gagne. Mais en vérité, entre quelqu'un qui a failli mettre TKO son adversaire et l'autre qui a créé des dégâts avec des coups de coude, je vais favoriser le mec qui a fait les deux knockdowns en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bon, partant même du principe que le dernier, allez, je suis gentil, je donne 19 à Zahabi. Ben, je me retrouve avec un 29-28, mais en faveur de Aldo en fait. Puisque les deux premiers rounds, il fait rien, Zahavi. Il touche pas. Il touche pas et Aldo touche. Donc tu peux pas. Les deux premiers rounds, ils sont Aldo haut la main. Ce qui m'interroge, moi, c'est de voir sur la carte, sur le deuxième round, les trois juges, sur le deuxième round, le donnent à Zahabi. Et j'aimerais savoir en quoi Zahabi était plus efficace que Aldo. C'est vrai que Zahabi mettait la pression. Mm. C'est vrai que Zahabi était actif. Mais est-ce qu'il a été efficace? À mon sens, non. Donc, je partage ceux qui disent que pour moi, Aldo devait gagner. Et je trouve pas ça très juste. Mais bon, après, je dirais pas comme certains de mes potes que c'était une décision salade maison. Je veux pas Genre, avoir d'ennui de Shiraz, ouais, moi. ouais, Ni avec Georges. Ni avec Georges. Ouais, c'est clair. En tout cas, José Aldo qui pose les gants, donc c'est un peu triste de partir Ouais, ouais, sur, c'est triste. euh, sur ce C'est triste type de parce que c'est pas combat. mérité. Et je Voilà, rappelle que la exactement. première fois, je rappelle que la première fois, quand il est parti, c'était déjà sur une décision qui était litigieuse comme ça, hein. C'était pas face à Merab? Non, Non, je sais plus, c'était face à qui? non, il s'était fait voler Ouais. contre un, Enfin, de toute un façon, autre, un Mexicain ou un Brésilien. ouais, oui, ouais, ah oui, oui, en effet. Ouais, donc ouais, c'est dommage pour José Aldo. Bah, écoute, une légende qui s'en va, quoi. Elle s'en Ouais. va pas, la légende. Elle Non, restera mais toujours. qui s'en va de l'octogone, quoi. Je veux dire, ça y est, on va plus le voir Ouais, combattre. ouais, ouais. Mais Là, je pense apparemment, que, il a souffert pendant le cut en plus, hein. Apparemment, ouais, là, qu'apparemment, il y a eu des éléments extérieurs aussi qui sont venus perturber sa programmation mentale, on va dire, tu vois. ok. Affectivement, apparemment, il a vécu des choses aussi, Bon. apparemment. En tout cas, En tout cas, c'est ce qu'il a dit. retraite bien méritée, quoi. On passe à la suite, hein. Et quelle Allez. suite? Valentina Shevchenko face à Manon Fiorot. Manon Fiorot qui devait nous ramener la ceinture, la première ceinture indisputée de l'UFC en France. Ouais, franchement, c'est dur, hein, c'est dur. Euh, Ouais, moi, ouais, c'est dur ouais. parce que comme toi, Décision. ouais. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de la décision? Bah, pour moi, je donne 3 rounds à Valentina et deux Ouais, rounds à Manon, hein. ok. Il ne faut pas se mentir, hein. Le 4 et le 5 ça va à Valentina et le 2 et le 3 ils vont à Manon. Hmm. Alors, j'ai vu la fight card, la scorecard et ils donnent la même chose que moi. Moi, j'aurais donné pareil. J'aurais donné le 1 à Valentina, 2 et 3 à Manon et 4 et 5 j'aurais donné à. Et c'est sûr que ça prend la tête parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que Manon, c'est la meilleure ambassadrice. Pour moi, c'est le visage féminin du MMA français. Pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce que bah, c'est la seule qui a réalisé ce parcours-là, hein. Je rappelle qu'elle a été championne du monde amateur. Je rappelle qu'elle a été championne de plusieurs organisations, le FC. Je crois qu'elle a eu aussi la ceinture du UAE, je crois, non? Non, elle n'a pas eu, non, non, non. Si, Elle a si, été il me directrice. semble. Non? Si, elle a eu, je crois. Elle a eu le Ouais, AEO. voilà.
Ouais. Donc voilà, elle était invaincue à l'UFC. Elle a vaincu des légendes comme Nina Namajuma, Rose Namajunas. Rose Namajunas. Comment dire, donc toutes ces raisons-là. Et puis après, voilà, c'est une personnalité aussi attachante, tu vois, et elle est toujours humble, elle a toujours le mot qu'il faut. Franchement, c'est une grande source d'inspiration pour... moi, j'ai trois filles, donc du coup, forcément, je la trouve inspirante pour mes filles, tu vois. Et moi qui ai participé au développement du MMA féminin, parce qu'à l'époque, il y en avait très peu, moi j'ai eu la chance d'avoir Maggie Berchel, qui était, en termes de filles, une des pionnières il y a 10 piges, qui est arrivée à exporter le MMA féminin français à l'extérieur, où j'ai eu aussi Eva Dourte ou Valérie Domergue. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir ces profils de filles, notamment Eva, Maggie, qui étaient voilà, superbes, tu vois, avec qui j'ai eu des super rapports. Donc du coup, Manon, tu vois, voilà, forcément, il y a de l'affectif en fait, tu vois. Même si je la connais pas personnellement, il y a de l'affectif, tu vois. Et en plus, elle est coachée par, pour moi, un des meilleurs coachs français, Aldric Cassata. C'est pour moi avec Nicolas Hott, voilà, j'aime ce type de profil de coach, tu vois, intelligent, capable d'analyser les situations, capable de s'adapter aux qualités des uns des autres. Très C'est un régal intellectuel, ouais. d'entendre. Ouais, voilà, j'aime cette Ouais. vision intellectuelle, tu vois. Je mets là-dedans aussi Johnny Frachet, tu vois. Tout à fait. Ils Donc, tu sais, utilisent beaucoup la data. exactement. Mm. Voilà. Comment dire, c'est des personnes qui sont à la pointe sur le plan sportif, qui sont très pertinents sur le plan scientifique et polyvalents sur beaucoup de choses. Et donc, je me sens totalement dans cette mouvance-là. Donc, moi, j'ai pas leur niveau, hein, Mm. même si, comment dire, comme eux, j'ai été sélectionneur de l'équipe de France, parce qu'il faut savoir que ce qui nous unit à tous les quatre, c'est que Aldric, Nicolas Hott, Johnny Frachet et moi, nous avons eu les équipes de France comment dire, sous nos responsabilités. Voilà. Et Aldric plusieurs fois, donc moi deux fois, Aldric je crois quatre fois, et donc c'est quelqu'un qui a une grande qualité. Et puis il suffit de regarder, comment dire, les résultats de ses athlètes. Et sur ce combat-là, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais tu m'avais posé la question. Et je t'avais dit, écoute, je ne sais pas si elle va passer. Je souhaite de tout mon cœur qu'elle passe. Je suis à fond, hein. Moi, de toute façon, je suis archi pas Derrière les objectif. combattants français, bien sûr. Voilà, Mm. je suis hyper chauvin, etc. Mm. Et c'est encore pire quand j'aime les personnes. Donc moi, voilà, tu sais très bien que j'apprécie énormément Enric Cassata. Je viens d'expliquer pourquoi. J'ai expliqué pourquoi j'aimais Manon Ferro. Donc moi, j'étais sur le plan affectif, émotionnel. J'étais à fond derrière, tu vois. Et puis, patriote du MMA français, tu vois. Mais j'ai mon cerveau de coach. Et tu sais, c'est comme un data. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du data. Moi, j'ai mon logiciel interne. Et mon logiciel interne, il traite des informations. Et j'ai suivi ses countdowns. J'ai suivi, comment dire, ce qu'elle disait. J'ai regardé comment elle mouvait, etc. Et j'ai fait la même chose avec Shevchenko. Et je savais que Shevchenko, elle aurait vu peut-être certaines choses que moi, j'ai vues. J'ai pas envie de rentrer dans les détails pour pas donner comment dire, de croustilles au prochain adversaire comment dire, de Manon. Et puis, l'idée, ce n'est pas c'est d'analyser et c'est pas de dévoiler les défauts des gens, tu vois. C'est pas valorisant pour le travail de Aldric, c'est pas valorisant pour la qualité de combat de Manon, donc je vais pas dire voilà ça. Je vais juste dire ce que Shevchenko a fait, si tu es d'accord avec moi. Bien sûr, bien sûr. Shevchenko, c'est quelqu'un qui est hyper expérimenté. Elle a vu les qualités de Manon. Quelles sont les qualités de Manon? Plus grande, plus Puis- forte physiquement, complète. Et donc, elle s'est dit, je ne peux pas aller au front avec elle. Mais j'ai déjà affronté des personnes plus grandes, plus fortes que moi. Il ne faut pas oublier que Shevchenko, quand elle était adolescente, elle se tapait avec des adultes. Que ce soit dans le taekwondo, parce qu'elle a pratiqué le taekwondo, que ce soit dans le muay thai, ou que ce soit dans le MMA. Dans le MMA, Shevchenko, elle a affronté Holly Hall, Nunes. Nunes. elle a affronté Amanda Nunes. Je ne dis pas que Manon Fiorot est moins forte que Holly Holm,
Certainement pas. Je ne dis pas qu'elle est moins forte que Amanda Nunes, mais aujourd'hui, Amanda Nunes, c'est la GOAT. T'es d'accord? Avec Valentina, moi j'ai un débat, hein, J'en franchement. viens, j'en viens. Ouais, vas-y, vas-y. J'en Mais viens. oui, c'est la gote. Oui, Il tout ne à faut pas fait. oublier que c'est la GOAT. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il ne faut pas oublier que Shevchenko, la deuxième fois quand on l'affronte Nunes, Nunes gagne. Hmm, hmm. On pourrait redire là-dessus. Donc sur le plan psychologique, elle n'est pas du tout impressionnée par les qualités que Manon a. Les qualités que Manon a, on vient de les citer, super physique, polyvalente et striking d'exception. Qu'est-ce qui fait le striking d'exception de Manon? Très 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 bonne anglaise et des jambes, elle est souple et particulièrement la rapidité de sa jambe avant, qu'elle utilise soit en sidekick, soit en high kick type un peu claqué, tu vois, pas hanché. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de donner des middle ou des high kicks, c'est en tournant la hanche ou en claquant en fait, tu vois. Et elle, quand elle met son high kick, elle le met souvent de la jambe avant, très peu de la jambe arrière, elle met plutôt des low kicks de la jambe arrière, et elle le met en claquant. Donc Valentina, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, bah voilà, je vais utiliser mes acquis. Et moi, comment mon cerveau, il a analysé le combat, voilà ce que Valentina Shevchenko a fait. Elle a utilisé les appuis du taekwondo ou du karaté, le in and out. T'as pas vu qu'elle sautillait? Ouais, tout à fait. Avec une garde Donc, haute, elle ouais. a utilisé la garde de la boxe anglaise et du Muay Thai. Enfin, même pas, pardon. Elle a utilisé même la garde du Muay Thai, les mains très, très hautes Hmm. pour éviter ces claquages et l'anglaise de Manon Fiorot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle savait que Manon Fiorot était plus forte. Mais la puissance, c'est une formule. La puissance, c'est la vitesse multipliée par la force. Ne pouvant rivaliser avec la force, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un travail classique de contre et de contre-attaque. La contre-attaque, elle est soit directe, soit indirecte. La contre-attaque indirecte, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser une technique de défense et de proposer une réponse. Soit on propose une remise. La remise, c'est le fait de remettre la même technique que l'autre a utilisée à son attaque, ou la riposte. La riposte, c'est soit un enchaînement de coups, soit une combinaison de coups, mais avec des coups différents. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, c'est la contre-attaque directe. Elle, indirecte. Elle a fait des contre-attaques directes, qui est très utilisée en boxe anglaise. La contre-attaque directe, c'est quoi? C'est quand Manon, elle déclenche avant, et Shevchenko, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déclenche après, mais elle arrive avant. Donc, à chaque fois que Manon enclenchait, elle enclenchait. Et donc, à un moment donné, Aldric lui dit, arrête les kicks. Parce qu'à chaque fois que tu mets un kick, elle te contre. Rentre en anglaise. Et si tu veux aller à la lutte, lutte là pour de vrai. Ça veut dire, lutte là pour de vrai, ça veut dire lutte là vraiment, il a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, va jusqu'au bout de tes actions. Ne garde pas tes contrôles. Ne garde pas tes contrôles au panneau. Fais-la tomber. Fais du chain wrestling. Et Aldric est vraiment d'un coaching hors pair. Tu sens l'excellence du coaching. Il ne pouvait pas dire mieux que ça, parce qu'il était en train de lui expliquer la solution. Mais Manon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a insisté sur son striking et à aucun moment, elle a compris ce que Aldric voulait dire. Et c'est là où j'ai vu qu'elle ne comprenait pas ce que Aldric lui demandait. Parce qu'après, elle utilise les points. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Shevchenko, elle faisait la même chose, mais avec ses points. Et Shevchenko est plus rapide. Donc, à chaque fois que Manon enclenchait, elle faisait ce qu'on appelle des contre-attaques directes. Elle enclenchait en même temps. Et comme elle était plus rapide et que elle reste puissante, puisque la puissance, c'est la force fois la vitesse. Alors, peut-être qu'il y avait un déficit de force, mais il y avait un grand paramètre de vitesse. Et donc, elle restait puissante. Et voilà pourquoi, dès le premier round, elle la touche au niveau du nez. Donc Manon, après, bah quand même, elle a été touchée. Elle a quand même des contraintes au niveau nasal. À un moment donné, Aldric lui dit, est-ce que tu respires bien? Elle dit, oui, je respire bien. Mais on sent que Manon, elle rentre dans le côté guerrière, sur le plan affectif. Hmm. On sent qu'elle rentre dans le côté guerrière. Et comme je te l'ai dit plusieurs fois, en MMA, un combattant de MMA, c'est un athlète
et une guerrière. Tu peux pas tout basculer du côté guerrier. Aldric essaye de la ramener sur le plan cognitif en lui disant attention, analyse, fais ci, fais ça. Et elle n'y arrive pas. Et Shevchenko, qu'est-ce qu'elle fait? Pardon, et elle y arrive. Et elle y arrive au deuxième et troisième round. Elle commence à la lutter, elle commence à rentrer plus avec les points en anglaise, et au deuxième et troisième, ça y est. Elle met en place le game plan. Donc elle gagne les rounds. Et au quatrième, au cinquième, la vitesse de Shevchenko, elle s'est réadaptée. Et la qualité de défense, de lutte, notamment contre la cage de Shevchenko, fait que le quatrième et le cinquième round, Manon n'a plus les ressources physiques pour imposer le rythme du combat. Elle y va, mais à chaque fois, comment dire, Valentina, elle prend le dessus. En vitesse, en déplacement, en gestion de distance. Et ça, c'est quelque chose, j'en suis persuadé, qu'ils ont travaillé et ils ont vu les trous qu'il pouvait y avoir, parce que comme Manon, elle te rentre dedans, elle a tendance à avoir une posture très haute. Mm. Elle était trop haute. Tu comprends ce que je veux dire? Elle n'était pas suffisamment inclinée vers l'avant pour pouvoir et frapper et se protéger. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, avait une posture très, très haute, et donc l'autre, elle se régalait, parce qu'elle l'a contré à chaque fois qu'elle rentrait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qui a fait que Shevchenko a réussi, à mon sens, à gagner le premier round, le quatrième round et le cinquième round. Et je pense, à mon avis, que là, ce qui a fait, c'est qu'elle n'a pas réussi, je pense, sur le plan, comment dire, affectif, parce qu'elle voulait vraiment lui rentrer dedans, quoi. Tu vois? Et sur le plan cognitif, ça veut dire à essayer de mettre en place sur tous les rounds, elle a réussi à le faire sur le 2 et le 3. Parce que franchement, alors il y avait aussi Christophe Midou qui lui donnait comment dire, des conseils, tu vois. Mm. Ouais, On mets tes l'entendait. coups Ouais. de genou, utilise tes coups de genoux, etc. Et franchement, c'était des bons conseils, mais c'était des conseils sur le plan technique. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était pas au niveau de la technique que le combat a été perdu. Ça a été sur le plan tactique. Et celui qui était dans le vrai, c'était Aldric. Parce que lui, il a eu la bonne lecture de la situation. Mais par contre, je ne sais pas si dans la préparation, ils avaient pris en compte que Shevchenko, elle était plus rapide que Manon. Ouais. Ils avaient certainement compris qu'elle était plus forte, mais ils pensaient certainement. Et en fait, si tu regardes bien, Silva, elle a gagné son combat contre Grasso comment? Avec les appuis du taekwondo, sa rapidité, son timing. Et tu te rappelles ce que disait Connor à l'époque, quand il avait mis KO euh, Aldo? Aldo, il Ouais, avait il avait dit dit le le timing timing est, bat là. est mieux que la vitesse. Ouais. Le timing bat la puissance, je crois. Bat la vitesse, je sais plus quoi. Il avait dit un Voilà. truc comme ça. Ouais. Et ouais, voilà, c'est ça. Tu vois? Mm. Et ça, c'est la donnée de cette, comment dire, de ce combat. C'est le timing, la capacité du timing. Ça veut dire que elle l'enclenchait en limite juste après Manon. Ouais. Et elle arrivait avant dans Pour, la cible, soit le pour, visage, soit le corps. pour préciser ce que tu disais, c'est la précision bat la puissance, le timing bat la vitesse. Et ben c'est ce qu'on a vu avec Silva et Shevchenko. Ok. Pour illustrer un petit peu, ouais. Ouais, c'est Pour vrai que. illustrer ce que je Mm. pense, Ok. c'est ça. Et je pense que, alors je sais pas, tu vois, et puis moi, je ne mets pas au même niveau d'Aldric, hein. Aldric, il est là-haut, moi, je suis en bas, hein, que les choses soient claires. Mais je suis un coach. Et je suis un coach qui a eu plusieurs athlètes professionnels. Donc, du coup, mon logiciel, voilà, il intègre certaines informations. Et comme je suis dans leur mouvance, dans sa mouvance à lui, en tout cas, mon cerveau, quand je voyais les countdowns, tout ça, je me suis dit, punaise, est-ce qu'ils vont prendre en compte le fait que Shevchenko, elle est rapide et elle fait beaucoup de. Elle est multicarte au striking. Elle n'est pas que Nak Muay. Et d'ailleurs, elle n'utilise pas trop de Muay Thai. Elle utilise plus du kickboxing. Tu vois? Ça veut dire, le rythme, c'est pas le même. Le rythme du box Thai, c'est chaque coup et tout, chaque coup donné, il est frappé et il doit faire des dommages. Le kickboxing, ça peut être des coups rapides avec un coup fort, mélangé comme on veut. Un coup rapide, un coup fort, un coup rapide, deux coups rapides, un coup fort. Tu peux le mélanger après en fonction de ta créativité et ton imagination personnelle. Et là, elle a fait du karaté taekwondo. Elle a fait du in and out. Elle a fait de la touche et je pars. 1-1, je pars. 1-2, je pars. 1, je pars. Elle a fait que ça. Ouais.
Écoute, je pense que tu pouvais pas mieux l'expliquer. Superbe analyse du combat. Là, ouais, après voilà, hein, grosse déception, grosse Oui, oui, oui. désillusion, hein, parce que bah, quand on écoutait aussi les dires de Aldric en interview, bah, même Manon, hein, elle se voyait beaucoup plus forte que Mais c'est ce Valentina. qu'elle est. Mais c'est ce qu'elle est. Regarde le 2 et le 3, elle le gagne par rapport à sa force. Oui, Mais oui, ouais, elle n'était pas, elle n'a, Manon, je pense qu'elle n'est pas plus rapide que Valentina. ouais, ouais, Parce que tout simplement, elle est plus grande et plus costaude. ouais, Donc c'est ok. physiologique en fait. Et tu vois, ce que je comprends pas, c'est que cette donnée, tu vois, mais certainement qu'ils l'ont analysée, hein, je dis Mm, pas. Mais moi, à cause de cette donnée, qu'est-ce que je t'ai dit avant le fight? Je mm. t'ai dit, j'ai des craintes. J'espère de tout mon cœur, mais j'ai l'impression, je sais pas, j'ai des craintes. J'ai l'impression que ça va pas passer. Tu te rappelles? Ah, tout C'est à vrai ce fait. que je Ah dis? oui, Ou pas. oui, oui, non, non, tout à fait. Quand on s'est eu la Je t'ai première fois, dit, je t'ai dit, tu m'avais. j'ai des craintes. Mm, J'ai des craintes parce que il y a une donnée que j'ai l'impression qu'il y a des données. Il y a deux données, c'est que, un, Shevchenko n'a pas peur de quelqu'un de plus grand et plus fort. Elle a déjà affronté deux fois la GOAT. Tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Younes, Elle a c'est un pas. Yankee. Mm. C'est un vrai Yankee, Younes. Ouais, tout à fait. Elle n'avait pas peur de sa puissance. Elle l'a Exact. respectée, elle la respecte, Elle l'a mais respecté. elle avait Elle a... déjà eu ce type de d'adversité entre les mains Voilà. Elle et a elle déjà eu. savait comment faire. Alors après, elle l'a Voilà. pas dit en conférence de presse, Non. mais c'était voilà, c'est tu vois ce que je veux dire. Et écoute-moi bien. Mm. Et pourtant, elle nous avait mis la puce à l'oreille. Manon vient du karaté. Déjà là, il fallait s'interroger. On aurait dit, hop, 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 elle a déjà étudié la question, là. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais même ces coachs, ils sont très discrets. Je connais pas leur prénom là. Je les ai vus un peu sur Pavel. Inst-. Ouais, il y en a un autre aussi là. Ils sont tous discrets. C'est sparring, tout ça, ça paye pas de mine. Il n'y a pas beaucoup de contenu aussi sur Valentina. Moi, en tout cas, je vais pas mentir. J'ai jamais vraiment suivi la carrière de Valentina. J'ai vu passer des highlights, mais au travers de ce combat, elle m'a prouvé que c'était une vraie artiste martiale et aussi en dehors de la cage, ce qu'elle dégage, cette femme. Humainement, on voit qu'elle aime notre sport. Elle aime le MMA. Tu vois, elle est restée. Voilà, il y a eu un petit peu de trash talk, mais elle est restée humble. Et même là, après le Non, combat, tu sais, elle n'a pas trash talk- elle a pas trash non, talké. justement, et Elle, même elle a, même, je pensais que ça allait la elle a réussi. déstabiliser, hein, Ludo. Je Ouais. pensais que ça allait la déstabiliser parce qu'elle disait que jamais aucune de ses adversaires lui avait manqué de respect un petit peu comme ça. Tu vois, en disant je vais t'envoyer à la retraite, on fait un pari, tout ça, parce que de la manière dont ils avaient un petit peu poussé pour avoir le combat, ce qui est normal, attention, hein. Mais tu vois, elle avait jamais abordé le combat. Et moi, je mettais ce détail psychologique sur le fait de me dire, le fait que maintenant elle est plus forte, le fait qu'elle a un petit peu trash talké, peut-être que ça va jouer, tu vois. Bon, au final, voilà, que dalle, que Mais dalle. comment tu peux déstabiliser une meuf qui a plus de Ouais. 400? Bah aussi, tu sais, tu te dis, vas-y, il y a un moment, ils ont un déclin, Voyez, les. franchement, mais enfin, encore une fois, en tout cas, c'est mon opinion. Oui. Que tu puisses avoir le fight, c'était ce qu'il fallait faire. Tu vois? Mm. C'est exactement ce qu'il fallait faire, etc. Mais tu sens bien que Valentina, tu vois, c'est un peu la bonne élève. Tu vois, d'ailleurs, Aldric lui disait, ouais, c'est Ouais. pas La la bonne, Fayotte. ouais, la bonne élève au professeur, là. Ouais, voilà, la donneuse de Ouais, leçons. Mais c'est ce qu'elle est, c'est sa personnalité, en fait. Elle aime son image, elle aime prendre de la hauteur. ouais. Certains, Petit ce peu côté, hautaine. certains pourraient croire que ce côté un peu condescendant et Mm. hautain et arrogant, tu vois. Mais non, c'est pas une donneuse de leçons, en fait. C'est juste que c'est sa personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et donc, en fait, tu sais, en fait, elle t'énerve parce que c'est un peu l'élève qui a tout parfait, tu vois ce que je veux dire? Elle sait danser, Ouais, elle c'est est vrai. mignonne, Ouais. elle est chuchote, quand elle parle, elle est hyper philosophique. Tu vois, Ouais, là tout lui encore. réussit, tout lui réussit. En plus, tu veux que je te dise franchement, elle est cynique et sarcastique. J'ai entendu j'ai regardé sa conf de presse. Non, Mm. mais Manon a dit que on Ouais, ouais. devrait prendre une retraite. Mais en traite, tu sais que là, en fait, elle fait du cynisme. Ouais. Elle est en train, se faisant Ouais, passer pour ouais. la gentille, en train d'envoyer des putains de pics à Manon en disant alors, hein, c'est qui va partir à la retraite? Non, non, pars pas, je veux pas que tu pars à la retraite. Tu sais qu'en plus, elle est en train de se foutre de sa gueule, là. Ouais, ouais, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Et nous les fans, on dit, ah, c'est bien, hein. Elle Ouais, est. mais Ouais. pas du tout, elle est hyper Ouais. cynique. Donc je Waouh. peux comprendre, tu vois, Ouais. qu'elle puisse énerver.
ses concurrentes et les coachs de ses concurrentes. Parce que je pense qu'ils sont comme moi. Ils voient le sevi derrière, tu vois. Tu vois ce Ouais, que je je veux dire? capte. Bien Mais sûr. justement, on va pas aller dans un terrain. Mais par contre, ce qu'il fallait faire, c'est faire ce qu'elle a fait. Par contre, pour avoir le fight, il fallait faire ça. Mais on sent bien que c'est pas la personnalité de Manon. Tout le monde Mm. sait. Elle, ce qu'elle veut, c'est être la meilleure. Est-ce- si l'UFC, moi je suis persuadé, hein, si l'UFC, dès le départ, l'avait respecté et lui avait donné le combat, jamais elle aurait trash-talké Valentina. Ça ne veut pas dire comment dire que elle allait pas penser ce qu'elle pense de Valentina, mais elle aurait pas, elle l'aurait pas fait ça. Après voilà, je la connais pas personnellement Mm. Manon, tu vois. Euh, mais voilà, de ce que je vois d'elle, de ce que j'ai analysé d'elle, de ce que j'ai profilé d'elle, c'est- elle a dû faire ça. C'était une obligation de faire ça en fait. Bien sûr. Par contre, comment dire, après, le fait de vouloir assumer ses positions en disant ci, ça, c'est là où en fait, non, il fallait pas aller là-dedans. Parce que l'autre, tu peux pas la déstabiliser. Tu peux pas. Je te dis, c'est difficile de déstabiliser quelqu'un elle a trop d'expérience de vie. Elle a voyagé dans le monde entier. Elle a vécu dans différents pays. Son histoire personnelle est particulière. Euh, Là-dedans, c'est une brique. Ok. En Voilà. tout cas, force à Aldric, force à Manon, et voilà. Ils vont revenir plus fort. Franchement, Tout à Manon, fait. J'espère qu'il y euh, aura aussi un combat revanche, hein, parce que c'est ce que j'ai dit dans mon petit récap, mais c'était un combat serré, hein. Ça reste un combat très serré. serré. En tout cas, ce Voilà. qui est sûr, c'est elle mérite sa revanche. Et la place et la Et performance pour qu'elle a moi, il y fait. a juste un round de différence. Voilà. Il faudra pas retenir la défaite. Il faudra retenir qu'elle a gagné 2 rounds. Voilà, faut retenir la performance qu'elle a fait face à une légende, quoi. Tu vois. Absolument. Moi, Et enfin, voilà, je voulais en pas tout cas, parler. franchement, faire ce qu'elle a fait à Valentina sur 2 rounds, magnifique. Ah ben voilà, certes, on n'a pas la ceinture, Ah, super très bien. mais on a on va dire, on a la défaite avec, voilà, on n'est pas ridicule, quoi. Tu vois le Oh clin non. d'œil, Oh tu non. vois Et le clin, crois-moi, ouais, connaissant comment dire, l'orgueil du champion de Manon, ou même l'instinct de compétition l'instinct d'excellence qu'a Aldric, ça va et retourner. son corner, hein. Hmm. Vous allez voir une Manon, on va voir une Manon, et on sera toujours derrière elle. D'ailleurs, grande force à eux, big up à eux. On est à fond derrière vous. Régalez-nous. Voilà, tous mes compliments déjà pour ce fight. Tout mon soutien, même si vous en avez que faire, parce que moi, je suis personne. Mais en tout cas, tout mon soutien à Manon et à Aldric. Et à la Boxing Squad. Et on va parler du main event. Jack Maddalena, donc, qui est devenu le champion face à Belal Mohamed. J'ai pas parlé de ce combat. Moi, je sais pas toi ce que tu en as pensé, mais moi j'ai trouvé que Belal n'a pas appliqué le game plan qu'il avait pour habitude d'appliquer, comme ce qu'il a pu faire face à Léon Edwards. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de l'orgueil chez lui, qui est comme dans les embedded, là, dans le compte à rebours, il a dit qu'il allait striker. Bah, il a striké, c'était un beau combat, mais en face, il avait un striker qui était beaucoup plus incisif et plus dominant que lui, quoi, tout simplement, hein. Jack Maddalena, c'est très très fort, hein. Il y a un vieux proverbe qui dit, l'orgueil précède la chute. Ouais. Ah, ben Il a ça. voulu faire l'orgueilleux, à montrer qu'il était meilleur boxeur. Il a perdu son combat comme ça. Hmm. Tu as voulu rivaliser avec meilleur que toi en striking. Franchement, Belal Mohamed a un super striking. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je retiens encore une fois que la vitesse, notamment la vitesse d'enchaînement et de combinaison de Magdalena, je retiens encore que la précision vaut plus que la force. C'est-à-dire que dans le striking qu'il a utilisé, au-delà du fait que c'était une bêtise de ne pas vouloir le lutter, Magdalena, et qu'il a voulu se prouver qu'il était capable de le mettre KO, qui était une bêtise, et à mon avis, il perd le fight sur ça. Dans ton striking, je retiens, la leçon qu'il faut retenir, c'est que la vitesse et la précision a été plus fort ce soir-là que la puissance, que la force, pardon. Et Magdalena, bah, il est trop fort sur le plan du striking. Trop rapide, trop précis. Et il en a fait les frais. Parce que franchement, j'aurais peut-être donné un round à Belal. Je me rappelle plus de ce que c'est les fight cards. Je crois que c'est 49, 40, 47, je crois, c'est ça. Je sais pas, faudrait que je le check, Mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec le jugement.
Moi, j'aurais Oui, donné non, peut-être moi aussi, hein, tout à fait. 4 rounds à Magdalena et un round à Mohamed. Je me rappelle plus trop, vraiment. Parce que il a voulu le striker, les Canelo Hands. Bah, frère, je dis pas le contraire, mais faut pas oublier que Canelo, ça fait longtemps qu'il n'a pas mis KO quelqu'un, hein. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, Ouais, Magdalena, il a fait des dégâts, hein. Il ouais. a fait des dégâts. Si tu vois Ah, là, le visage de j'ai- Bilal à la fin. ouais, j'ai vu passer la photo là avec les. Ouais. Et donc voilà la qualité de vitesse et de précision, la qualité des combinaisons aussi, parce que striking, c'était les mains, l'anglaise, waouh, waouh, waouh. Et la Ouais. défense de lutte, parce qu'il a hyper bien Ouais. défendu. Ah ben Il a, il avait fait ses devoirs, hein. Il avait fait ses devoirs, hein, clairement. et donc, du coup, victoire logique. Du coup, bah, on va certainement Voir aller vers un Makachev match contre Magdalena. Par contre, je te dis tout de suite, ça passera pas. pour qui? Pas pour Magdalena, ça passera pas Ah contre oui, tout Makhachev. à fait. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que là, pour le coup, Makachev va appliquer le bon game plan et. Ah oui, Ouais, ça passera pas. ouais. Parce que même si Belal n'a pas réussi à l'emmener au sol, enfin, je sais pas ce que pensent les autres. Moi, c'est pas pour faire le mec, hein, que je dis ça. Hmm. Il est très fort, hein, mais tu sentais qu'en lutte en chaîne. En fait, ils n'ont pas fait suffisamment de lutte en chaîne. Aujourd'hui, tu peux plus lutter comme avant. Il faut que tu fasses de la lutte en chaîne. Ce qu'a fait d'ailleurs Benoît Saint-Denis, tu vois. Hmm. Tu vois, il a fait de la lutte en chaîne. C'est ça qui fonctionne. Tu sais, c'est un peu comme si tu disais, ouais, en striking, tu veux miser tout sur une patate. Non, ce qui marche, c'est les enchaînements, c'est les combinaisons. Si tu fais pas des combinaisons de techniques et des enchaînements, bah, c'est compliqué en fait. Bah, voilà, tout le monde n'arrivera pas sur un takedown à mettre quelqu'un par terre, pas à ce niveau-là. Tout le monde sait défendre suffisamment avec des body locks, avec des sprawls, Donc voilà, très cher. Je Ouais. pense qu'on a tout dit, hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour pour ce récap, donc KSW et UFC. Ludo, merci pour ta venue. Comme je l'ai dit, tu passeras régulièrement sur le podcast pour nous apporter ton expertise sous tous ces angles, sous toutes ces formes. En tout cas, je te remercie pour ton temps. Vraiment, c'est un plaisir d'échanger avec toi et de t'avoir au sein du podcast. Donc, j'espère que les auditeurs auront kiffé. Les gars, un maximum de likes et de commentaires pour la venue de Ludo qui va venir souvent sur le podcast. Ludo, merci à toi. Je te souhaite une bonne À toi, soirée Kevin. et je te dis à très très bientôt. Très bonne soirée à toi et merci encore de l'intérêt que tu puisses porter à ce que j'ai à dire.